Il y a des maladies qui font peur parce qu'elles menacent le corps. Et il y en a d'autres qui font peur d'une manière encore plus profonde parce qu'elles semblent voler la personne elle-même. La démence fait partie de celle-là, parce qu'elle ne touche pas seulement la mémoire, elle peut toucher la personnalité, le jugement, l'humeur, les repères, la capacité à reconnaître les dangers, la capacité à gérer sa maison, la capacité à se souvenir où l'on a mis ses clés, pourquoi on était sorti, ou même qui appeler quand quelque chose ne va pas. Et ce qui rend ce sujet encore plus bouleversant, c'est qu'on a souvent l'impression que cela arrive de loin, comme si cela concernait uniquement des personnes très âgées, comme si c'était une fatalité naturelle du vieillissement, comme si, passé un certain âge, le cerveau devait forcément se dégrader. Mais en réalité, les choses sont plus complexes. Toutes les personnes âgées ne développent pas une démence. Certaines restent étonnamment vives, lucides, présentes, réactives, même à 90 ans, parfois plus. Et à l'inverse, certaines formes de déclin cognitif peuvent apparaître bien plus tôt qu'on ne l'imagine, parfois dès le milieu de la vie. Le texte de départ rappelle justement que certaines démences peuvent être diagnostiquées entre 45 et 65 ans, ce qui casse complètement l'idée que le sujet concernerait uniquement les très vieux. Alors la vraie question devient, pourquoi certains cerveaux résistent mieux que d'autres ? Pourquoi certaines personnes gardent une clarté mentale remarquable alors que d'autres déclinent ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui pour augmenter ses chances de protéger son cerveau pour demain ? C'est là que ce sujet devient passionnant, parce qu'on entre dans une zone où la peur seule ne sert à rien, mais où la compréhension peut tout changer. Pendant très longtemps, beaucoup de gens ont regardé la démence comme quelque chose d'inévitable, une sorte de glissement progressif contre lequel on ne pourrait presque rien faire. Comme si tout était déjà écrit dans les gènes. Et justement, les gènes apparaissent très vite dans cette discussion. On entend souvent parler du gène ApoE4, devenu célèbre chez beaucoup de personnes après que certaines personnalités aient parlé publiquement de leurs résultats. Le texte source explique que ce gène augmente le risque de maladie d'Alzheimer, qu'environ un quart des personnes en portent une copie et qu'une très petite minorité en porte 2. Mais il rappelle aussi quelque chose de capital. Avoir ce gène ne veut pas dire qu'on développera forcément une démence, et à l'inverse, une part importante des personnes atteintes d'Alzheimer ne le portent même pas. Autrement dit, la génétique compte, mais elle n'est pas tout. Et c'est peut-être l'une des idées les plus importantes de tout ce sujet. Parce qu'au fond, beaucoup de gens aimeraient savoir s'ils ont un mauvais gène, pensant que cela leur donnerait une forme de vérité sur leur avenir. Mais si vous apprenez que vous avez un gène de risque, que pouvez-vous faire ? Vous ne pouvez pas le supprimer. Vous ne pouvez pas réécrire votre ADN. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. En revanche, il existe une autre voie, bien plus utile dans la vraie vie, celle qui consiste à agir sur ce qui est modifiable. Et c'est là que le sujet devient puissant, parce qu'il vous rend la main. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez encore énormément. Votre alimentation, votre exposition aux toxines, votre sommeil, votre activité physique, votre niveau d'inflammation, votre hydratation, votre environnement domestique, votre capacité à chercher tôt certaines causes réversibles quand quelque chose ne va pas. Et quand on commence à penser ainsi, la prévention du déclin cognitif n'est plus seulement une affaire de peur génétique. Elle devient une affaire de terrain. Un terrain inflammatoire ou non. Un terrain intoxiqué ou non. Un terrain bien nourri ou non. Un terrain actif ou non. Un terrain soutenu par de vrais aliments protecteurs ou abandonné à la facilité moderne. Et si l'on veut vraiment parler honnêtement de santé cérébrale, il faut commencer ici. Votre cerveau ne vit pas séparé du reste de votre corps. Il dépend de votre circulation, de votre foie, de votre système immunitaire,
de votre glycémie, de votre tension artérielle, de la qualité des graisses que vous mangez, de votre exposition aux métaux lourds, de l'état de votre microbiote, de votre sommeil, de votre niveau de mouvement, et même de la qualité de l'eau que vous buvez. Voilà pourquoi la prévention de la démence ne se résume jamais à un seul geste ou à un seul complément. C'est une stratégie de vie. Et dans cette stratégie, certains aliments et certaines habitudes apparaissent comme de vrais piliers. Le premier grand pilier mis en avant dans le texte, ce sont les légumes crucifères, avec une place spéciale donnée au kale, mais aussi au brocoli, au chou-fleur et à d'autres légumes de la même famille. L'idée centrale est que ces aliments soutiennent les grands systèmes de défense du corps, notamment à travers des composés comme le sulforaphane, et qu'ils aident à mieux gérer le stress oxydatif ainsi qu'une partie de l'exposition aux métaux lourds. Et cela mérite qu'on s'y arrête, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes mangent trop peu de vrais aliments protecteurs, pas juste un peu de légumes de temps en temps, mais une vraie quantité, suffisamment régulière pour nourrir les mécanismes de protection. Or, le cerveau n'aime pas le chaos chimique, il n'aime pas l'excès de toxines, il n'aime pas l'inflammation chronique, il n'aime pas les attaques répétées qu'il ne peut pas compenser. Et c'est précisément là que les crucifères deviennent intéressants. Ils ne sont pas magiques, mais ils s'inscrivent dans une logique biologique cohérente, soutenir le glutathion, soutenir les systèmes antioxydants, aider le corps à mieux faire face à ce qu'il rencontre. Et quand on pense à la vie moderne, on comprend immédiatement pourquoi c'est si important. Parce que nous ne vivons plus dans un monde simple, nous vivons dans un monde saturé de pollution, de produits chimiques, de poussières chargées, de résidus agricoles, de métaux lourds, de plastique, d'eau imparfaite, de produits transformés, de maisons anciennes parfois contaminées par des matériaux qu'on croyait normaux à une époque. Le texte insiste justement sur plusieurs sources environnementales de toxines, notamment les métaux lourds, le plomb, certaines vieilles peintures, la poussière domestique, les sols autour des maisons anciennes et certains réseaux anciens de plomberie. Il rappelle aussi que le plomb a longtemps été présent dans l'essence et qu'il peut encore persister dans l'environnement. Ce point est capital parce qu'il oblige à penser la santé du cerveau au-delà de l'assiette. Par exemple, si vous vivez dans une maison ancienne, certains risques méritent d'être pris au sérieux. Une vieille peinture qui s'écaille n'est pas seulement un problème esthétique. Une poussière qu'on laisse s'accumuler n'est pas seulement gênante. Un sol contaminé autour d'une maison n'est pas neutre pour de jeunes enfants qui touchent, rampent, jouent et portent parfois leurs mains à la bouche. Et cela veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire qu'il faut retrouver une forme d'intelligence environnementale. Garder la maison propre, réduire la poussière, laver les aliments, être prudent avec les vieilles rénovations, se méfier de ce qui s'écaille, de ce qui se disperse, de ce qui finit dans l'air ou sur les doigts. Le texte évoque aussi une recommandation ancienne, mais très logique. Éviter de boire ou de cuisiner directement avec de l'eau chaude du robinet, surtout dans des environnements anciens, parce que l'eau chaude dissout plus facilement certains matériaux. Il conseille aussi, selon l'âge du logement, de faire couler l'eau un certain temps avant usage. Encore une fois, voyez la logique globale. Le cerveau se protège aussi par les petits réflexes du quotidien. Et cette logique s'étend à d'autres expositions modernes, notamment les pesticides. Le texte cite le glyphosate comme exemple d'exposition environnementale problématique et raconte qu'une utilisation domestique répétée de désherbants et de produits chimiques peut faire partie des agressions qu'il vaut mieux limiter. Cela ne veut pas dire que chaque personne exposée développera une démence. Cela veut dire qu'accumuler les agressions sans réfléchir n'est pas une stratégie. Chaque résidu, chaque inhalation, chaque pulvérisation, chaque dépôt invisible dans la terre, sur les surfaces ou dans l'air intérieur, tout cela compte davantage qu'on ne le croit. À ce stade, beaucoup de personnes se demandent peut-être « D'accord,
Mais que peut-on faire de concret, chaque jour, en dehors des crucifères? Et c'est là qu'entre un autre aliment majeur du texte, l'ail. L'ail y est présenté comme un véritable allié historique, à la fois pour l'immunité et pour les grands systèmes de protection de l'organisme, grâce notamment à des composés soufrés comme l'allicine et à sa richesse en sélénium. Le texte le relie là encore au soutien du glutathion et à une meilleure résistance du terrain. Il raconte aussi l'exemple du père de l'autrice qui en consommait énormément au quotidien. L'intérêt de l'ail ici n'est pas seulement traditionnel ou folklorique. Il s'inscrit dans une idée plus vaste. Le cerveau résiste mieux quand l'organisme entier est plus robuste. Or, un organisme robuste, ce n'est pas seulement un organisme pas malade. C'est un organisme qui gère mieux l'oxydation, l'inflammation, les agressions infectieuses et le stress métabolique. L'ail, dans cette approche, devient donc un outil simple, ancien, quotidien, pas spectaculaire mais cohérent. Et il y a quelque chose de très intéressant dans cette façon de voir les choses. On cesse de chercher uniquement des solutions futuristes, génétiques ou ultra-techniques, et on redonne une vraie valeur à des aliments simples, puissants, historiques, que des générations ont utilisés bien avant nous. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre à avaler de l'ail cru en quantité n'importe comment. Le texte rappelle d'ailleurs qu'il peut être très irritant, qu'il vaut mieux l'intégrer avec les repas, et que certaines méthodes de préparation préservent mieux ses composés actifs que d'autres. Le vrai message est ailleurs. Ce que vous faites chaque jour compte plus que ce que vous faites une fois. Une gélule isolée de temps en temps ne compensera jamais un mode de vie globalement destructeur. En revanche, un aliment protecteur, répété, intégré, cohérent, peut participer à un terrain bien plus favorable. Et cette notion de terrain apparaît encore plus clairement quand le texte raconte l'évolution de la mère atteinte de démence. Au départ, les signes ne sont pas forcément spectaculaires. Ce sont des oublis, des clés perdues, des reproches injustifiés, des difficultés à s'orienter, des changements de comportement, une maison de plus en plus encombrée, des choix de plus en plus confus, une cuisine de moins en moins maîtrisée. Puis progressivement, tout se dégrade. La personne qui cuisinait très bien cuisine moins, puis cuisine mal, puis finit par se tourner vers des produits préparés, plus salés, plus sucrés, moins qualitatifs. Le texte insiste sur cette perte progressive de compétences et sur le fait que le remplacement de la cuisine maison par une alimentation plus industrielle ou plus pauvre a pu aggraver l'état général, notamment via la tension, la circulation et la nutrition du cerveau. Ce passage est extrêmement fort parce qu'il montre que la démence n'arrive pas comme un interrupteur. Elle s'installe, elle modifie les habitudes, elle réduit l'autonomie, elle perturbe l'alimentation. Et plus l'alimentation se dégrade, plus le terrain peut devenir mauvais. Cela crée parfois un cercle vicieux terrible. Le cerveau fonctionne moins bien, donc les habitudes de vie se dégradent, donc le cerveau reçoit encore moins ce dont il a besoin. C'est pour cela qu'il ne faut jamais attendre trop longtemps pour agir. Et c'est aussi pour cela qu'il faut parler d'un autre pilier majeur, le curcuma. Dans le texte, le curcuma est présenté comme un soutien important contre l'inflammation, le stress oxydatif et certains dommages liés à des toxiques comme l'arsenic. Il est mis en avant via la curcumine et son intérêt est relié au foie, à l'ADN, au microbiote et à la réponse inflammatoire globale. Le texte insiste aussi sur le fait que son absorption est imparfaite, qu'elle peut être améliorée par certaines associations et qu'il s'intègre bien avec d'autres épices. Là encore, le message de fond est simple, le cerveau n'aime pas l'inflammation chronique. Or, dans le monde moderne, l'inflammation chronique est partout, dans le sucre excessif, dans les excès de produits industriels, dans certaines toxines, dans la sédentarité, dans le stress métabolique, dans les carences, dans les expositions répétées. Donc tout ce qui peut aider à calmer ce terrain
sans remplacer bien sûr les bases de vie, devient intéressant. Et cela nous amène à un sujet énorme, l'arsenic. Le texte en parle longuement, en expliquant qu'il peut contaminer l'eau, le sol, l'air et certains aliments, en particulier ceux qui poussent avec beaucoup d'eau. Il évoque aussi certaines expositions industrielles et le caractère invisible du problème. L'exemple dramatique du Bangladesh y sert à rappeler qu'une eau peut paraître propre tout en étant dangereuse. Ce point doit vraiment marquer les esprits. Parce que beaucoup de gens font encore confiance à ce qu'ils voient. Si l'eau est claire, ils pensent qu'elle est sûre. Si un aliment a bonne apparence, ils pensent qu'il est rassurant. Si un produit est vendu partout, ils pensent qu'il est forcément bien contrôlé. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et quand on parle de long terme, de cerveau, de vieillissement, de terrain inflammatoire, cette complexité devient très importante. Le texte insiste tout particulièrement sur le riz, présenté comme capable d'accumuler beaucoup plus d'arsenic que d'autres céréales, ainsi que sur certaines expositions via les fruits de mer. Il propose, pour les personnes qui doivent malgré tout manger du riz, de le rincer abondamment, de le cuire dans beaucoup d'eau, de jeter cette eau, puis de poursuivre la cuisson avec de l'eau propre. Encore une fois, il ne s'agit pas de peur pure, il s'agit d'intelligence pratique. On ne contrôle pas tout, mais on peut réduire certaines charges, et parfois, la prévention ressemble simplement à cela. Rincer mieux, cuire autrement, filtrer l'eau, choisir différemment, ne pas banaliser des sources d'exposition répétées. Un autre point fondamental du texte concerne les causes réversibles du déclin cognitif. C'est probablement l'un des passages les plus importants pour les familles, parce qu'il rappelle qu'il ne faut jamais conclure trop vite que tout est de la démence au sens irréversible. Dans l'histoire racontée, une anémie a été découverte, associée à une perte microscopique de sang, puis un fibrome a été identifié comme cause possible. L'idée centrale est qu'un trouble de mémoire ou un déclin peut parfois être aggravé par des causes médicales traitables qu'il faut absolument rechercher. Cette idée change tout, parce qu'elle redonne de la vigilance là où beaucoup se résignent trop vite. Un trouble cognitif n'est pas toujours pur, isolé, définitif, inexorable dès le départ. Il peut être aggravé par une infection, par une anémie, par une carence, par un trouble du sommeil, par une déshydratation, par un problème hormonal, par un médicament, par une douleur chronique, par une cause organique qu'on peut encore traiter. Donc, quand quelqu'un décline, il ne faut pas seulement accepter l'âge, il faut chercher tôt, chercher sérieusement, chercher ce qui peut encore être amélioré. Et cela devient encore plus urgent quand on sait qu'une infection grave peut faire basculer brutalement une situation fragile. Le texte raconte un épisode d'infection urinaire multirésistante, compliqué en sepsis, qui a marqué un tournant majeur dans l'aggravation de la démence de la mère. Il insiste aussi sur un point crucial. La personne n'avait pas exprimé assez tôt sa douleur, avait réduit ses boissons, et la prise en charge a failli arriver trop tard. Ce passage est bouleversant, mais il enseigne quelque chose d'essentiel. Chez une personne âgée fragile, l'absence de plainte claire ne veut pas dire que tout va bien. Et c'est pour cela que l'accompagnement humain devient si important. Le texte insiste beaucoup sur la nécessité d'un proche, d'un assistant ou d'une présence régulière suffisamment tôt au cours du vieillissement, afin de ne pas laisser la personne seule face à ses erreurs, ses oublis, ses symptômes ou ses risques. C'est un enseignement très concret, très humain, très réel. La prévention du déclin cognitif n'est pas seulement une affaire de nutrition. C'est aussi une affaire de lien, d'attention, de surveillance bienveillante, d'intervention précoce. Maintenant, revenons à l'alimentation protectrice du cerveau, parce qu'elle continue avec un autre grand pilier, le thé vert. Le texte lui attribue plusieurs intérêts. Les catéchines,
notamment l'EGCG pour la protection neuronale, la théanine pour le calme, la caféine en quantité modérée pour l'attention et la vigilance. Le tout dans une combinaison que l'auteur relie à une meilleure protection du cerveau et à un meilleur état de concentration. Ce qui est intéressant ici, c'est que le thé vert n'est pas présenté comme un simple stimulant. Il est présenté comme une boisson de structure mentale, un soutien pour le calme sans lourdeur, pour l'attention sans agitation excessive, du moins en quantité mesurée, pour la protection neuronale dans la durée. Et dans un monde où tant de personnes vivent sur des stimulants désordonnés, du sucre, des pics de café mal gérés et du mauvais sommeil, cette approche beaucoup plus fine du soutien cérébral est précieuse. Il faut aussi parler des signes précoces, parce que le texte insiste sur le fait qu'ils peuvent apparaître bien avant le diagnostic officiel. Oubli, troubles du sommeil, changement d'humeur, perte de repères, erreur de jugement, incapacité croissante à gérer certaines tâches, tout cela peut commencer très tôt, parfois sur des années. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il ne faut pas attendre l'évidence absolue. Il faut apprendre à voir les glissements, pas la panique, pas l'obsession, mais la lucidité, parce que plus tôt on agit, plus on a de leviers. Parmi ces leviers, les anthocyanes occupent une place immense dans le texte. Les myrtilles, le cassis, les framboises noires et le sureau sont présentés comme particulièrement intéressants pour la mémoire, la pression artérielle, le stress oxydatif et la santé générale du cerveau. Les myrtilles sont valorisées, mais le texte va même plus loin en disant que le cassis, les framboises noires et le sureau peuvent être encore plus riches en anthocyanes. Ce que cela révèle, c'est encore une fois une grande logique de terrain. Les pigments protecteurs des aliments foncés ne sont pas là pour faire joli. Ils peuvent faire partie d'une stratégie de protection réelle. Et cette stratégie ne repose pas sur un fruit miracle, mais sur une habitude répétée. Des baies régulièrement. Des aliments sombres, riches, végétaux, protecteurs. Des choix qui stabilisent, soutiennent, nourrissent. À cela s'ajoutent les oméga 3, autre point majeur. Le texte rappelle que le cerveau est très riche en graisse et qu'il a besoin d'oméga 3 pour la qualité des membranes et du fonctionnement neuronal, tout en soulignant que l'alimentation moderne apporte souvent beaucoup trop d'oméga 6, surtout via certaines huiles de graines, au détriment d'un bon équilibre. Il cite comme source d'oméga 3 les animaux marins, les graines de lin et les noix. Ici encore, on retrouve un grand principe. Le cerveau ne se contente pas de calories, il a besoin de la bonne matière première. Un cerveau mal nourri en bonne graisse ou trop exposé à un environnement inflammatoire ne travaille pas dans les meilleures conditions, et sur la durée, cela compte. Enfin, le texte termine avec 2 leviers d'une importance immense, l'exercice et l'hydratation. Sur l'exercice, le message très concret. Bouger régulièrement, marcher, viser au moins 30 minutes plusieurs fois par semaine, suivre ses pas, sortir de la sédentarité. L'auteur insiste sur le fait que beaucoup de personnes bougent beaucoup moins qu'elles ne le croient, et que le simple fait de mesurer ses pas peut déjà réveiller une prise de conscience. Pourquoi l'exercice est-il si important pour le cerveau ? Parce qu'un cerveau bien irrigué, bien oxygéné, dans un corps qui bouge, dans un métabolisme moins figé, a tout simplement de meilleures chances de mieux fonctionner. Le mouvement améliore, le mouvement entretient, le mouvement protège. Et il y a quelque chose de très beau dans cette idée. Le cerveau ne veut pas seulement être nourri, il veut aussi être mis dans un corps vivant. Puis vient l'hydratation. Le texte rappelle que le cerveau est très riche en eau et que la déshydratation peut fortement perturber la mémoire, la concentration et le fonctionnement mental, surtout en cas de chaleur, de fièvre, de transpiration, de diarrhée ou d'infection. Cela semble simple, presque banal, et pourtant c'est fondamental. Un cerveau déshydraté ne donne pas le meilleur de lui-même.
Un organisme qui ne boit pas assez s'expose à une fatigue cognitive réelle. Et chez une personne âgée, fragile, malade ou déjà confuse, ce problème peut devenir très sérieux. Alors, si l'on voulait résumer toute cette approche en une seule idée, ce serait peut-être celle-ci. La santé du cerveau se construit bien avant que les symptômes graves apparaissent. Elle se construit dans la façon de vivre, dans les aliments protecteurs, dans la réduction des toxines, dans le sommeil, dans l'eau, dans la marche, dans la cuisine, dans la vigilance, dans le fait de chercher tôt ce qui peut encore être corrigé, dans le fait de ne pas abandonner le cerveau au hasard du temps. Et peut-être surtout, elle se construit dans cette conviction profonde: vieillir n'oblige pas à se perdre. Oui, certains risques existent. Oui, certaines douleurs sont réelles. Oui, les gènes ont une part. Oui, toutes les histoires ne peuvent pas être réécrites. Mais il reste encore beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit dans les choix quotidiens. Et c'est exactement pour cela que ce sujet ne devrait jamais être traité comme un simple destin biologique. Il devrait être traité comme un appel à mieux vivre, plus tôt, plus intelligemment, plus attentivement. Parce qu'au bout du compte, protéger son cerveau, c'est protéger bien plus que sa mémoire. C'est protéger sa présence, son autonomie, sa personnalité, son lien avec les autres, et tout ce qui fait qu'une personne reste elle-même à travers les années. En résumé, protéger son cerveau ne commence pas au moment où la mémoire décline fortement. Cela commence bien plus tôt, dans les choix du quotidien. L'idée centrale, c'est que la santé cognitive ne dépend pas uniquement de la génétique ou de l'âge, mais aussi du terrain que l'on construit jour après jour. L'alimentation, l'exposition aux toxines, la qualité du sommeil, l'activité physique, l'hydratation, la recherche de causes réversibles et l'attention portée aux premiers signes de fragilité. Les légumes crucifères, l'ail, le curcuma, le thé vert, les baies riches en anthocyanes, les oméga 3, le mouvement régulier et une meilleure vigilance face au plomb, au glyphosate, à l'arsenic et à certaines habitudes modernes s'inscrivent tous dans cette logique de protection du cerveau. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment protéger ton cerveau et réduire certains risques liés au déclin cognitif, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la santé du cerveau, la nutrition et la longévité. Écris en commentaire « Je protège mon cerveau dès aujourd'hui » et partage cette vidéo avec une personne qui pense que la démence n'arrive qu'avec l'âge, alors que beaucoup de choses se jouent bien avant.